Le débat national voulu par Emmanuel Macron pour apaiser la colère des Gilets jaunes tourne au fiasco avant même d'avoir débuté. Outre la démission de Chantal Joanneau de l'équipe d'organisation des échanges, c'est la défiance des Français qui pourrait rendre le dialogue impossible. Mercredi, Nicolas Dupont-Aignan a présenté son QG de campagne pour les élections européennes de mai prochain, l'occasion d'expliquer son programme de reconquête de la souveraineté en pleine crise des Gilets jaunes. Madame, Monsieur, bonsoir. Une grande consultation qui tourne au grand fiasco à quelques jours du début du débat national voulu par le président de la République. La démission de Chantal Joanneau, de l'équipe d'organisation et le climat de défiance pourraient mettre à mal le dialogue entre les Français et leurs dirigeants. Olivier Frère-Jacques. J'ai pris acte de la démission de Madame Joanneau, que je regrette. Je la regrette d'abord parce qu'elle intervient tard dans le processus. Et que, évidemment, c'est une complexité supplémentaire d'organisation de ce débat. Elle n'est évidemment pas rédhibitoire, mais elle crée une émotion dont j'ai vu qu'elle pouvait éventuellement vous saisir. Chantal Joanneau n'organisera pas le grand débat national, une défection de taille qui fait démarrer le grand débat de la pire des manières. Et même si le Premier ministre Édouard Philippe s'en défend, le retrait de son ancienne petite camarade de Sciences Po, de l'ENA et de l'UMP, Chantal Joanneau, fait tout de même grincer des dents du côté de l'exécutif. Dans le contexte dans lequel nous vivons, c'est vrai que ceux qui servent l'État, ceux qui l'aiment, ceux qui aiment leur pays, sont plutôt astreints à une forme de mobilisation plutôt qu'à une forme d'éloignement. Donc il est vrai que je la regrette. Cela dit, je voudrais dire que ça n'est au fond qu'une péripétie. Ce qui compte, ce ne sont pas les personnes. Ce qui compte, c'est ce débat. Et pour cause, en se retirant, Chantal Joanneau, prise de guerre d'Emmanuel Macron, a montré que s'approcher de trop près de l'exécutif était devenu dangereux. Alors que cette mission lui avait été assignée début décembre, elle aura seulement tenu un mois, ne supportant pas la pression populaire et les réseaux sociaux et ne semblant pas assumer sa rémunération annuelle de 176 000 € bruts. Le départ de Chantal Joanneau a d'ailleurs été suivi de celui de toute la commission nationale du débat, une commission qui devait être un gage d'indépendance pour l'exécutif, raté. Pour pallier un départ gênant, c'est donc le Premier ministre qui a enfilé le bleu de chauffe. Et même si Édouard Philippe n'était pas partisan de ce débat, qui était une idée d'Emmanuel Macron, le locataire de Matignon assure que ce rendez-vous démocratique aura tout de même lieu dans le respect des règles de transparence et d'impartialité. Pour ce faire, le gouvernement affirme travailler de concert avec les mairies, un travail qui s'avère délicat pour La République En Marche, qui ne bénéficie pas de relais municipaux, le parti ayant vu le jour plus de 2 ans après les dernières élections locales. Le gouvernement reste d'ailleurs très flou sur l'organisation de ces débats. Il sera question de conférences au niveau régional avec des citoyens tirés au sort pour y participer. Et surtout, il s'agira d'un débat libre, mais pas vraiment, puisque seules les suggestions relevant des 4 thèmes fixés par le gouvernement pourront faire l'objet de débats. Le grand débat, ce n'est pas le grand déballage. Il n'est pas question de revenir sur des avancées dans notre droit. Que ce soit l'IVG, la peine de mort, si j'en crois, même s'il a eu un rétropédalage heureux, le secrétaire général du Parti communiste français hier, c'est sans doute un peu emballé. Le mariage pour tous ne sont pas sur la table. Ne sont pas sur la table. Ils appartiennent à nos valeurs communes, ce sont des valeurs auxquelles nous sommes attachés. Il n'est pas question de défaire par un grand débat national des avancées en droit qui ont été conquises de haute lutte ces 15, 20 ou 30 dernières années. Une limitation du champ des débats qui ne devrait pas resserrer les liens entre Gilets jaunes et exécutif. En effet, après 2 mois de mobilisation, le mouvement a su montrer qu'il pouvait s'inscrire dans la durée et bénéficier d'un soutien majoritaire auprès des Français, en dépit des épisodes de violence qui habituellement discréditent les mouvements sociaux et politiques. Du côté des contestataires, le débat national n'est pas vraiment bien accueilli, à en croire les réseaux sociaux et le maintien des mobilisations après l'annonce de ce dialogue voulu par le gouvernement. À quelques jours de l'acte 9, ce sont de nouveaux modes d'action qui sont préconisés, comme le référendum des précepteurs initié par le gilet jaune Maxime Nicole, qui invite les contestataires à retirer leur argent de leur compte en banque. Cette idée, évoquée régulièrement avant le phénomène gilet jaune, n'aboutira certainement pas, mais elle témoigne de la volonté du mouvement de se réinventer et de trouver de nouveaux moyens d'expression. Une chose est sûre, après la défection de Chantal Joanneau et au vu du peu d'intérêt des gilets jaunes pour le débat initié par l'exécutif, le grand débat national pourrait bien tourner au grand fiasco. Nicolas Dupont-Aignan démarre la campagne. À quelques mois des élections européennes, le président de Debout la France a présenté mercredi son nouveau QG à l'occasion
du début d'un Tour de France pour aller à la rencontre des Français et présenter le projet du mouvement. Élise Blaise. Debout la France met le cap sur Bruxelles. À 4 mois des élections européennes, Nicolas Dupont-Aignan lançait mercredi depuis son nouveau QG son tour des territoires pour aller rencontrer les Français et discuter de son programme. L'occasion d'un vrai débat. Le grand débat, c'est un faux débat. C'est je te dis ce que tu dois penser, dans quel cadre tu dois penser. Nous, c'est aller à la rencontre des Français, présenter notre projet. Parce qu'on n'a pas besoin simplement d'écouter, on a besoin aussi de proposer, mais on veut tester notre projet. C'est-à-dire voir la réaction de nos concitoyens sur notre projet pour pouvoir l'adapter, l'améliorer. C'est un dialogue. Et nous allons parcourir 94 départements, 1400 étapes pendant ces quelques mois de campagne. Des prises de contact qui plairont sans doute aux Français de plus en quête d'un rôle politique à jouer. La crise des Gilets jaunes a redonné envie aux Français de faire de la politique, de s'engager et surtout d'exprimer leur opinion. Donc contrairement à ce que l'on craint habituellement pour les européennes où on a tendance à avoir peur de l'abstention, cette fois je suis sûr qu'il y aura un vote massif et je pense que ce vote massif ne sera pas bon pour Emmanuel Macron. On constate quand on est un peu sur les ronds-points en parlant aux Gilets jaunes qu'il y a un véritable désamour quand même de la politique, mais en même temps l'avantage c'est que les gens ont l'air d'être un petit peu concernés à nouveau. Donc dans la mesure où aujourd'hui les gens ont quand même un combat quotidien à mener, je pense qu'on peut réussir quand même, non pas à les capter mais à les réconcilier avec une vision de la politique. Les européennes seront donc l'occasion de sanctionner l'exécutif en place, mais pas seulement. Les enjeux de ces élections sont nombreux. C'est la première fois qu'une élection européenne a un enjeu aussi fondamental, puisque pour la première fois, les patriotes au sein de l'Union européenne ont la possibilité d'être majoritaires. On nous a trop souvent reproché en France de défendre des positions d'isolement, de repli sur soi. En réalité, on voit que celui qui est isolé, c'est le président de la République, c'est Emmanuel Macron. Il suffit de regarder l'Italie avec Salvini, l'Autriche, les Anglais sont partis. Et donc en fait, notre position de vouloir construire une autre Europe, une Europe au service des peuples, une Europe des coopérations, et pas un machin fédéral, antidémocratique et en échec en plus économique, peut devenir majoritaire au sein de l'Union européenne. Les Français doivent savoir que c'est vraiment la première fois qu'on peut avoir une large majorité au Parlement européen qui peut changer les choses. Jusqu'à présent, les Français étaient toujours un peu en avance avec les Hollandais. On envoyait souvent des eurosceptiques au Parlement, mais on se retrouvait un peu seul au Parlement avec seulement 1 ou 2 alliés. Là, Debout la France a 22 alliés. Et c'est le seul parti français qui a ce nombre d'alliés suffisant pour réformer l'Europe. Réformer l'Europe, un objectif ambitieux qui passe selon Nicolas Dupont-Aignan par le rassemblement. Il y aura beaucoup de gens différents, à la fois du Rassemblement national, à la fois des Républicains, à la fois de la droite hors les murs, comme Jean-Frédéric Poisson et d'autres. C'est vrai que j'ai pas réussi tout. J'avais rêvé peut-être que Marine Le Pen comprenne ma main tendue sur un programme sérieux, avec un tête de liste expérimenté. Elle préfère partir seule, c'est son choix. Pareil pour Laurent Wauquiez. Mais l'union se fera à la base. L'important, c'est quoi? C'est que Macron soit battu. Et puis, c'est important qu'on ait à Strasbourg des gens expérimentés. Car, souvenons-nous, j'ai été loyal au second tour et je ne le regrette pas un instant. Mais on a péché par une légèreté de programme qui a abouti à la défaite. Et moi, je veux qu'on tire les leçons du second tour de la présidentielle. Et voilà pourquoi je mets beaucoup de soin au choix de personnalités intègres, irréprochables, avec un programme sérieux, parce que ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons gagner une grande coalition qui demain l'emportera en France. Bernard Monod, député français au Parlement européen, élu avec l'étiquette Front National, a rejoint Debout la France depuis plusieurs mois. Pour lui, la France est en danger. La France est en très haut risque par rapport à la politique qui est menée par l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire l'explosion du chômage, les déficits, les dettes publiques, les vagues migratoires gigantesques. Et pour moi, Nicolas Dupont-Aignan aujourd'hui incarne la personne qui est la plus crédible, la plus raisonnable pour accéder au pouvoir, exercer le pouvoir dans de bonnes conditions. Les indicateurs de la biodiversité dans le rouge. Selon le dernier rapport sur la biodiversité en France, un quart des espèces évaluées seraient éteintes ou menacées. Un déclin dû à l'homme, même si des mesures ont été mises en place pour limiter la disparition de ces espèces.
Visons, cachalots, tortues, chauves-souris, voilà quelques exemples d'animaux menacés de disparition en France. C'est le tragique constat dressé par l'édition 2018 des chiffres clés de la biodiversité que viennent de publier le Commissariat général au développement durable, l'Agence française pour la biodiversité et l'Observatoire national de la biodiversité. Au total, 26%, soit plus d'un quart des espèces évaluées, risquent d'être purement et simplement rayées de la carte, notamment dans les Outre-mer. En effet, avec ces territoires ultramarins et près de 11 millions de kilomètres carrés d'espace océanique placés sous sa juridiction, la France abrite environ 10% de la biodiversité de la planète, parmi laquelle plus de 19 000 espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs, dont 80% en Outre-mer. Si le constat est loin d'être neuf, les données fournies montrent que la situation d'ensemble se dégrade, malgré de timides mesures mises en place, notamment sous l'égide de l'ancien ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot. En défenseur de la faune et de la flore, l'ancien présentateur d'Ushuaïa a fait réintroduire 2 ours slovènes pour éviter la disparition de l'espèce dans les Pyrénées occidentales. Autre exemple, la population de loups a continué de croître en France pour passer la barre fatidique des 500 individus, le premier seuil de viabilité démographique. Mais pour beaucoup, le danger d'extinction reste permanent. 3% des espèces seraient éteintes, 4% en danger critique et 6% en danger. Sans surprise, l'homme est à l'origine de ce désastre écologique. Destruction des habitats naturels, développement des éoliennes, dérangement des colonies et des sites d'hibernation. Le débat sur la place des animaux sauvages dans les cirques, souvent issus de braconnage, avance aussi à petits pas. Strasbourg et Montpellier les ont interdits sous la pression des administrés. Le danger d'extinction reste permanent. Autre aspect à prendre en compte, la disparité entre les prédateurs et les proies. En effet, si l'on en croit le rapport annuel, les proies seraient davantage menacées que les prédateurs dont la population a même tendance à augmenter, ce qui pourrait bien précipiter la disparition des premiers. Et on retrouve Olivier Frère-Jacques pour l'actualité en bref. Christophe Détinger en détention provisoire. L'ex-boxeur accusé d'avoir frappé des policiers a passé sa première nuit en prison après avoir été jugé en comparution immédiate mercredi. Il a été placé en détention dans l'attente de son procès repoussé au 13 février prochain. Les magistrats chargés de l'affaire craignent que Christophe Détinger ne réitère ses violences et qu'il ne se présente pas à la prochaine audience. À l'annonce de cette décision, de nombreux soutiens de celui que l'on surnomme le gitan de Massy ont quitté la salle d'audience au cri de « honte sur vous, justice corrompue » ou encore de « Vive la France ». Marlène Schiappa a également le droit à sa cagnotte. Après avoir multiplié les passages télé pour dénoncer la cagnotte destinée au boxeur Christophe Détinger, le secrétaire d'État à l'égalité homme-femme s'est attiré les foudres des Gilets jaunes. Ainsi, une cagnotte intitulée « Pour que Schiappa la ferme » a vu le jour sur le site Litchi. Près de 1 500 € ont d'ores et déjà été récoltés. La cagnotte servira à l'achat de matériel pour les Gilets jaunes de Cambrai afin d'informer la population de leurs revendications. Un cadeau original et dédicacé sera également envoyé à Marlène Schiappa. Le collectif On ne lâche rien réclame la fin de la loi Taubira. Lors de la grande consultation citoyenne lancée par le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, la proposition d'abrogation du mariage pour tous réclamée par le collectif est arrivée en tête des revendications avec 5 897 voix. Le porte-parole du collectif On ne lâche rien, François Billot de Lochner, nous livre son sentiment après le plébiscite de la proposition. Nous avons fait une contribution sur l'abrogation de la loi Taubira. Nous sommes les seuls à l'avoir fait d'ailleurs. C'est donc le collectif On ne lâche rien qui l'a fait. Et nous avons, avec une surprise extraordinaire, été en fait premiers sur les 9000 contributions. Nous sommes médaille d'or de la consultation. La loi Taubira est numéro 1 dans les revendications auprès du Conseil économique et social. C'est pour nous évidemment une victoire assez extraordinaire. Eh bien, écoutez, le succès est tel qu'il est évident qu'on va prolonger. Ça veut dire que d'une part, c'est une consultation Gilets jaunes France citoyenne. Hein. Donc nous sommes tout à fait Gilets jaunes. Nous sommes absolument en accord avec ce que font les Gilets jaunes. Donc je trouve que cette coagulation entre le collectif On ne lâche rien et les Gilets jaunes me plaît beaucoup, même si on sait qu'il y a des Gilets jaunes qui sont absolument opposés à l'abrogation de la loi Taubira. Mais ça, là n'est pas le problème. De toutes les façons, les Gilets jaunes vont de l'extrême gauche à l'extrême droite. Il y a des Gilets jaunes de toute catégorie, de toute tendance, de tout milieu. En revanche, il y a des points communs fondamentaux qui sont un socle. C'est par exemple évidemment les problèmes de fiscalité
réalités qui sont complètement aberrants en France et qui ruinent les Français, les classes moyennes. Et puis le référendum d'initiative populaire, nous sommes des ardents défenseurs du référendum d'initiative populaire. Donc, pour répondre à votre question, nous allons continuer à travailler pendant les semaines qui viennent avec tous les gens qui nous ont soutenus pour participer très précisément à cette consultation du CESE. Et nous apporterons évidemment notre pierre en espérant que, notamment sur la contribution de la loi Taubira, le sujet sera véritablement remis au cœur du débat politique. C'est pour nous fondamental. Un immeuble en feu à Toulouse. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un incendie s'est déclaré dans un immeuble près de la gare Matabio, faisant une vingtaine de blessés, dont 2 graves. Selon la préfecture, le bâtiment n'était pas insalubre. L'origine du feu n'est pour le moment pas encore connue. Un Mirage disparaît des radars. Mercredi, un avion de chasse Mirage 2000D a disparu des écrans radars en fin de matinée après son décollage de la base de Nancy-Auchet en Meurthe-et-Moselle. Des débris ont été retrouvés dans le Jura. Les 2 membres d'équipage n'ont eux pas donné signe de vie. Un président par compromis. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le président de la Commission électorale nationale indépendante a annoncé en direct à la télévision publique la victoire à l'élection présidentielle congolaise de l'opposant Félix Tshisekedi. Avec 38,57% des suffrages, il devrait succéder à Joseph Kabila. Ce résultat peut encore faire l'objet de recours. D'ailleurs, les premières contestations n'ont pas tardé. Le ministère des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, a rapidement réagi, jugeant les résultats non conformes. Les trous noirs dévoilent peu à peu leurs secrets. Dans une étude publiée mercredi, une équipe internationale de scientifiques explique avoir pu observer les alentours d'un trou noir découvert il y a moins d'1 an. Ils ont donc utilisé un appareil de mesure qui se trouve à l'extérieur de la Station spatiale internationale pour étudier l'émission de rayons X. Les observateurs de l'étude ont permis aux chercheurs de découvrir que le disque d'accrétion est bien plus proche du trou noir que ce que les modèles mathématiques suggéraient et qu'il reste stable. Fini les écrans qui prennent trop de place. Le groupe sud-coréen LG a dévoilé une télévision dont l'écran peut s'enrouler et se dérouler entièrement. Après des années de prototypes, les écrans pliables vont commencer à voir le jour. Essentially, we're able to put this technology in just about any area, whether it's business, whether it's education, whether it's clothing. And so what we're doing as a company is exploring where flexible technology can find itself in this new world. I mean, it opens up all sorts of opportunities for engineering and design. Tintin fête ses 90 ans. Pour l'occasion, le plus célèbre des héros de bande dessinée pourrait avoir droit à un 2e film au cinéma. Une option a été signée en fin d'année pour un 2e volet des aventures confié une nouvelle fois à Peter Jackson et Steven Spielberg. Il pourrait être un mélange du Sceptre d'Autocar et de l'affaire Tournesol. Et dans un instant, notre zoom du jour. Près d'1 an après sa mort héroïque, Arnaud Beltrame est devenu le symbole de la lutte contre le terrorisme islamiste. Retour sur la vie d'un gendarme pas comme les autres, en compagnie du journaliste Pierre-Marie Giraud. Et je commence le livre par cette tombe, la description de la tombe du colonel Beltrame, qui est dans un petit village où il avait acheté une maison 1 an auparavant, un petit village des Corbières. Et j'ai commencé par cette description et ensuite j'ai raconté la journée en essayant de ne rien oublier à partir des témoignages que j'ai eus et à partir des documents que j'ai pu consulter à droite ou à gauche. Je ne pense pas qu'on puisse contester qu'il soit un héros, hein, puisqu'il a donné sa vie, au bout du compte, à la place d'une jeune femme qui était otage et qui, vraisemblablement, risquait de mourir. Et ce soir, retrouvez les idées à l'endroit. Alain de Benoît et ses invités débattront du transhumanisme. Est-ce que l'homme du futur sera un homme augmenté, capable d'y voir la nuit comme en plein jour, de transférer son cerveau dans une machine, de vivre jusqu'à 100, 200 ans, sinon plus, de procréer par l'intermédiaire des utérus artificiels? Est-ce que les progrès de la génétique et de la biologie moléculaire, ce qu'on appelle les NBIC, les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences de l'information et des capacités cognitives, vont aboutir à la suppression des maladies, des handicaps, du vieillissement et peut-être de la mort, comme nous l'annoncent les théoriciens du
transhumanisme, qui est à la fois une idéologie, mais aussi, il ne faut pas se le dissimuler, une pratique technologique. Et tout de suite, retrouvez la 4e et dernière partie de la conférence de Christian Combaz sur l'Europe. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Quand la pâtée internationaliste a été infligée à nos vieux peuples au nom du dollar obligatoire, quand les fourriers de ce système ont commencé à laisser entendre que l'Europe future serait celle de la carte verte et de la citoyenneté qu'on achète en kit, ils ont négligé deux choses qui sont en train d'entrer en conjonction. Une fois de plus, je suis obligé de resserrer un peu le propos, donc j'énonce ces deux choses de manière un peu brutale. Ils ont considéré l'Europe de l'Est comme une espèce de bloc facile à appâter avec des baskets de marque et des magasins d'électronique. Et ils ont voulu explicitement faire entrer en Europe une main-d'œuvre et une masse de consommateurs venus des autres continents en baissant artificiellement le perron pour que tout le monde puisse entrer dans le monument Europe. Le problème, c'est que la conjonction de ces deux phénomènes n'est pas seulement une conjonction, elle est en train de devenir un affrontement. Parce que les fourriers du système, au nom du commerce, au nom de la cupidité qui les anime, ont voulu ignorer deux choses qui ne se laissent pas ignorer facilement. On peut même dire qu'elles résistent terriblement. Le désir de l'Europe de ne pas renoncer à l'héritage dont témoignent ces statues-là qui défilent ici et qui peuplent toutes nos villes de Helsinki au fond de la Sicile. Et le désir des nouveaux arrivants venus du fond de l'Afrique notamment, de continuer à vivre selon des principes qui sont à l'exact opposé de ce que nous sommes et à qui le buste de ces femmes au sommet des monuments, des musées, des ministères et jusqu'au fronton des universités où nous les inscrivons est insupportable. Pour ne rien dire des robes d'été, des filles qui mangent des glaces à 2 ou 3 aux terrasses des cafés. Du coup, les gens qui tiennent à tout cela, veux-je dire, et notamment l'Europe de l'Est, supportent de moins en moins les gens qui trouvent tout ça insupportable. Et parallèlement, les Américains et leur cheval de Troie en Europe, l'Allemagne, nous disent « alors vous ne voulez quand même pas nous faire un gros caprice sous prétexte qu'on vous demande de cacher les statues, les seins des statues et de mettre les filles en pantalon ». Ben si, justement, le gros caprice européen est là devant nous. Et n'en déplaise aux Américains, aux Allemands, il y a tous ceux qui, au nom du commerce, voudraient qu'on cache les seins que nos autres ne sauraient voir. Il n'est pas question de négocier parce qu'il ne s'agit pas d'un vague folklore, mais d'un élément constitutif de ce que nous sommes. Alors on va nous dire, mais comment vous nous dites que vous êtes la fille au sein à l'air, là, qui soutient le balcon? C'est ça l'Europe? En fait, l'Europe, c'est tout ce qu'il y a derrière. C'est le balcon, c'est l'immeuble, ce sont les hôtes de l'immeuble, ce sont les villes et les esprits qui les habitent, ce sont les artistes et les architectes homosexuels tolérés dans la cité depuis le XVIe siècle, mélangés à toutes les cours d'Europe et parfois aux affaires de l'État. C'est cet extraordinaire équilibre que nous avons bâti à force d'accommodement mutuel que les Américains ont toujours jugé hypocrite et malsain, en nous obligeant sans cesse à baisser la barre pour que les codes deviennent plus simples à adopter pour tout le monde, et d'ailleurs à commencer par eux-mêmes. Désolé, mais il ne s'agit pas seulement de code, il s'agit de ce fameux humanisme qui a produit le miracle européen et dont les pays de l'Est ont le bon goût de nous dire maintenant « Attendez, mais vous avez fait quoi là de notre héritage, de votre héritage? Est-ce que c'est pour vous voir abandonner cette maison que nous l'avons entretenue pendant les années communistes? Il n'en est pas question. » Et pour commencer, vos nouveaux arrivants, là, ne nous conviennent pas du tout si c'est pour venir nous dire que les chiens sont impurs, alors que nous, les Bavarois, les Autrichiens, les Hongrois, nous adorons les chiens depuis toujours, qu'il y en a plein nos tableaux, si c'est pour nous dire que les crucifix sont hors la loi, alors qu'il y en a plein nos villes depuis le XIe siècle, que les femmes sont du gibier, alors que nous, Français par exemple, nous avons honoré les œuvres de Manet et décoré Brigitte Bardot, de la Légion d'honneur, qu'elle a d'ailleurs refusée, que la nudité sur les tableaux est une offense, dites-vous, alors que chez nous, il y en a plein les églises, plein les frontons et les colonnes.
et que les homosexuels mériteraient, selon vous, la mort, selon les rappeurs par exemple, alors qu'ils sont chez nous entièrement mêlés au tissu social depuis 5 siècles, et également que les juifs seraient devenus nos ennemis, à vous entendre, alors qu'après 2 ou 3 siècles, ils font littéralement corps avec la civilisation européenne, la culture européenne, au point d'être devenus, de Spinoza à Marcel Proust, l'un des piliers de notre système de pensée, de notre esthétique, de notre culture, au point que, comme le disait Horowitz, pour être bon pianiste de génie, il faut être juif et homosexuel, disait-il. Alors donc tout cela devrait voler en éclats pour pouvoir fabriquer une nouvelle race d'Européens qui achètent des baskets fluo fabriquées en Asie et qui épousent tous les fantasmes vengeurs du tiers-monde à notre propre sujet. Mais non, décidément, l'Europe des supermarchés nous demande trop là, et elle ne l'obtiendra pas. D'autant que ce qu'elle nous demande de taire, de nier, de refouler, ce n'est pas seulement ce que nous avons été, mais c'est ce que nous sommes encore. Et comme en témoignent d'ailleurs les Gilets jaunes, nous sommes des gens dignes de respect. Or, l'Europe de l'équarrissage économique a jeté le masque trop tôt. Les peuples sont en train de comprendre où on veut les mener, et ils ne veulent pas y aller, ils ne veulent pas descendre du camion qui mène à l'abattoir. Pour conclure, puisqu'il y a une grande absente dans ce tableau que je viens de brosser à toute allure, c'est l'Asie, qu'on me permette 2 anecdotes qui tiennent chacune en une phrase et qui se répondent. La première, c'est que lorsque j'étais élève dans un atelier de sculpture qui faisait beaucoup d'anatomie aux Beaux-Arts de Paris en 1976, il y avait 2 ou 3 Chinois de Taïwan extrêmement doués sur un atelier de 20 élèves seulement. La deuxième, c'est qu'en 1983, lors d'un voyage, donc bien avant Tiananmen, j'ai faussé compagnie au guide officiel de notre groupe de journalistes pour m'enfoncer dans les rues de Pékin, trouver l'école des Beaux-Arts, grimper l'escalier, et débarquer dans une salle de dessin où une centaine d'étudiants, tous devant un chevalet, dessinaient admirablement, très académiquement, un type tout nu au fond sur une estrade. Et on a poussé là vers moi une vieille dame européenne qui m'a demandé ce que je faisais là, en français. Je lui ai répondu stupéfait, et vous, madame? Et elle m'a dit, je suis professeur ici, j'ai épousé un artiste chinois pendant la guerre. Cette seule petite anecdote est là pour vous suggérer que si le débat en Europe semble encore incertain entre ceux qui voudraient effacer la culture européenne et le bloc de l'Est qui l'entretient en repoussant ses ennemis, ce sont les Chinois et sans doute les Russes qui trancheront un jour en faveur des femmes nues sous les balcons et des pianistes juifs et homosexuels. Combien vous pariez ?